Bonjour à tous, je vous propose d'explorer la première carte mentale qui concerne le chapitre sur le système cardiovasculaire, carte qui va concerner l'anatomie du cœur. Alors voici la carte mentale en question, laquelle est constituée de plusieurs branches, puisque le chapitre lui-même comporte plusieurs branches. Dans un premier temps, comme je l'ai annoncé, nous nous intéressons à l'anatomie du cœur. Voici donc le détail de cette branche, et donc nous allons commencer par localiser le cœur dans le corps. Donc le cœur se situe au niveau du tronc, plus exactement nous allons le trouver dans la cavité thoracique. Cavité thoracique qui est délimitée donc par des os qui vont constituer la cage thoracique, qui vont du reste protéger le cœur. Si on essaye de situer plus précisément donc le cœur au niveau de cette cavité thoracique, on va le situer dans le médiastin, qui est la région centrale donc de cette cavité thoracique. Et nous allons constater qu'il existe tout autour du cœur une cavité dite péricardique sur laquelle nous allons revenir dans un instant. Alors j'ai ajouté une remarque concernant cette cavité thoracique, laquelle est séparée de la cavité abdominopelvienne par un muscle qui est le muscle diaphragme, dont nous reparlerons dans le chapitre sur la respiration. Nous avons également souligné le fait que le cœur n'est pas en position axiale, puisque les 2/3 de sa masse se trouvent dans la partie gauche de la cavité thoracique. Alors nous pouvons continuer avec la masse du cœur, qui est de 250 à 300 grammes en moyenne, donc un organe assez petit comparativement donc au travail qu'il fournit dans le corps. L'emballage du corps est réalisé par une séreuse. Cette séreuse, on l'appelle plus exactement le péricarde séreux. Ce péricarde séreux, vous vous souvenez, je vous l'ai présenté en cours avec un ballon et je vous ai expliqué comment finalement ce ballon va changer de forme au cours du développement et finalement envelopper l'ensemble du cœur. Et je vous ai dit que finalement la partie du ballon qui est collée au cœur va correspondre au feuillet donc viscéral. Donc c'est la partie du ballon qui est collée au cœur. C'est également ce que l'on appelle l'épicarde. Ensuite, on va trouver l'espace à l'intérieur de ce ballon qui symbolise la séreuse. Donc cet espace est très faible. Il contient un liquide, quelques gouttes d'un liquide qu'on appelle la sérosité péricardique. Et enfin, on trouve l'autre paroi du ballon, donc le feuillet dit pariétal du péricarde séreux, donc qui est le plus loin du viscère, qui est le cœur, qui est le plus proche finalement de la paroi thoracique. On avait donc dessiné ce péricarde séreux, j'avais souligné un terme, le terme péricardite, qui veut dire inflammation du péricarde. Autour de ce péricarde séreux, autour de cette séreuse, on observe la présence d'une structure fibreuse que l'on appelle le péricarde fibreux. Concernant la structure du cœur, le cœur est constitué de 3 tuniques, on peut dire donc 3 couches. La couche la plus extérieure, eh bien, c'est tout simplement ce même feuillet, qui est le feuillet donc viscéral, qu'on a appelé épicarde. Donc on peut dire que la tunique la plus extérieure, c'est l'épicarde, donc c'est le feuillet viscéral du péricarde séreux, qui est une structure assez fine. Ensuite, on trouve le myocarde. Donc le myocarde, c'est un muscle, c'est le muscle du cœur, il est assez épais, et lorsqu'il y a une inflammation du myocarde, on appelle cela une myocardite. Enfin, la tunique la plus interne, c'est l'endocarde. Et donc, quand il y a une inflammation de l'endocarde, on parle d'endocardite. Et ce feuillet est effectivement fin, c'est lui qui est en contact avec le sang. On va donc s'intéresser aux 4 cavités qui existent dans le cœur, qui sont donc 2 oreillettes, qu'on appelle également atrium, et 2 ventricules. Concernant les oreillettes, pour commencer, donc les oreillettes sont séparées l'une de l'autre par une cloison située entre les 2 oreillettes qu'on appelle le septum interauriculaire. Si on regarde ce septum, on va trouver une sorte de cicatrice que l'on appelle la fosse ovale, qui est la cicatrice donc d'un orifice qui a existé pendant la période prénatale, que l'on appelait le foramen ovale ou trou de Bottal. Donc on peut dire que c'est un vestige de ce foramen.
Alors concernant l'oreillette droite donc va réceptionner du sang qui provient donc de 3 vaisseaux sanguins, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et le sinus coronaire. On peut dire que ces structures viennent au cœur, hein, donc je vous avais donné ce moyen mnémotechnique qui est de se dire que les veines viennent au cœur. Pour se souvenir donc du sens de circulation. Concernant donc l'endroit où les oreillettes vont envoyer le sang, elles vont tout simplement les envoyer dans les ventricules voisins. Donc l'oreillette droite va envoyer le sang dans le ventricule droit. Le sang qui va pouvoir circuler à travers une valve qui va être ouverte, la valve auriculoventriculaire droite, que l'on appelle également tricuspide. Concernant l'oreillette gauche, donc le sang qui arrive dans l'oreillette gauche provient de veines pulmonaires. Il y a en tout 4 veines pulmonaires et on peut à nouveau dire que les veines viennent donc à cette oreillette gauche. Le sang, à partir de l'oreillette gauche, le sang va être envoyé vers le ventricule voisin, le ventricule gauche, à travers une valve qui va être à ce moment-là ouverte, la valve auriculoventriculaire gauche ou bicuspide ou mitrale. Alors, on peut déjà faire une remarque. J'ai mis en couleur ici les structures qui amènent donc le sang à l'oreillette droite, en bleu parce que tout simplement le sang est désoxygéné, alors que j'ai colorié en rouge les 4 veines pulmonaires qui amènent du sang oxygéné vers l'oreillette gauche. Alors, concernant ces oreillettes, on peut souligner le fait que la paroi des oreillettes est relativement fine, mince, par rapport à celle des ventricules. Intéressons-nous maintenant aux ventricules, lesquels sont séparés l'un de l'autre par une cloison située entre les 2 ventricules qu'on appelle le septum interventriculaire. Concernant le ventricule droit reçoit du sang de la part de l'oreillette droite. On a dit que le sang va circuler à travers une valve ouverte qui est la valve auriculoventriculaire droite ou tricuspide. Et le ventricule droit va envoyer le sang vers une artère qui est le tronc pulmonaire. Et on peut se souvenir que les artères partent du cœur. Alors, le sang va pouvoir entrer dans le tronc pulmonaire lorsque la valve pulmonaire est ouverte. Cette valve pulmonaire est ce que l'on appelle de façon générique une valve sigmoïde. Et on peut souligner le fait que le tronc pulmonaire va se subdiviser en 2 artères qui sont l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire gauche. Le ventricule gauche reçoit du sang de la part de l'oreillette gauche, sang qui peut circuler à travers la valve auriculoventriculaire gauche ou bicuspide ou mitrale. Puis le ventricule gauche va envoyer le sang dans une artère qui est l'aorte. Je répète donc ce moyen mnémotechnique, les artères partent. Donc le sang va circuler à travers une valve qui est la valve aortique, qui va à ce moment-là être ouverte, qui est une valve sigmoïde. J'avais également souligné le fait que de l'aorte, on va voir les artères coronaires donc se détacher, qui sont les artères qui vont venir irriguer le cœur, et puis l'aorte va se courber, c'est ce qu'on appelle l'arc ou la crosse aortique. Alors là aussi, si on reprend les couleurs que j'ai notées, donc on constate que le ventricule droit envoie dans son artère qui est le tronc pulmonaire du sang désoxygéné, tandis que le ventricule gauche envoie dans son artère qui est l'aorte du sang oxygéné, que j'ai noté donc en rouge. Concernant la paroi donc des ventricules, nous l'avons déjà évoqué, la paroi est épaisse par rapport à celle des oreillettes, et si l'on compare la paroi des 2 ventricules donc l'une à l'autre, on constate que la paroi du ventricule gauche est plus épaisse que celle du ventricule droit. Finalement, le ventricule gauche, en envoyant le sang dans l'aorte, va envoyer le sang à destination de l'ensemble du corps, alors que le ventricule droit, lui, va envoyer donc le sang dans son artère, le tronc pulmonaire, vers un organe, vers des organes qui sont situés à proximité, qui sont les poumons. Alors, il existe des valves qui sont présentes dans le cœur, nous les avons évoquées. On peut souligner le fait que les valves vont forcer le sang à circuler dans un seul sens. On peut souligner le fait que ces valves vont s'ouvrir et se fermer, non pas parce qu'elles vont être activées par des muscles, simplement sous l'effet des variations de pression qui vont régner de part et d'autre des valves.
J'avais fait un dessin du cœur et je vous avais proposé de retenir le moyen mnémotechnique VO-VA pour retenir donc l'organisation des vaisseaux sanguins et du cœur. Je vous ai dit les veines viennent au cœur, aux oreillettes plus spécifiquement. Des oreillettes, le sang va vers le ventricule envoie le sang dans les artères. Je vous ai dit les artères partent des ventricules. Soulignons le fait qu'entre veine et oreillette, il n'y a pas de valve. Qu'entre oreillette et ventricule, on trouve des valves qui sont les valves auriculo-ventriculaires. Nous avons pu souligner une particularité concernant ces valves auriculo-ventriculaires, le fait que les cuspides qui constituent ces valves, ces espèces de petites pointes, de petites valvules qui constituent donc ces valves, sont reliées par des sortes de cordages tendineux à des muscles situés dans le fond des ventricules que l'on appelle les muscles papillaires. Et je vous avais dit que la fonction finalement associée à ces structures, les muscles papillaires et les cordages tendineux, la fonction associée est d'éviter l'éversion des valvules lors de la contraction ventriculaire. Nous avons également souligné la présence de valves entre le ventricule et son artère, valves que l'on appelle sigmoïdes ou semi-lunaires. Il existe des anomalies qui peuvent être présentes au niveau des valves. Une valve peut présenter un rétrécissement, on dira dans ce cas-là qu'il y a une sténose. Une valve peut aussi présenter une insuffisance, c'est le cas lorsque celle-ci n'est plus hermétique. Lorsque ces anomalies sont présentes, il est possible d'entendre lors de l'auscultation des bruits qui normalement ne sont pas entendus s'il n'y a pas ces défauts. Ces bruits sont ce que l'on appelle des souffles et sont liés au fait que le sang va présenter des turbulences. Je vous avais dit qu'on y reviendrait après avoir étudié le cycle cardiaque. Concernant ensuite la circulation du sang, nous avons évoqué le fait qu'il existe deux circuits qui ne vont en former qu'un seul. Ces circuits correspondent à la circulation systémique, aussi appelée grande circulation, et à la circulation pulmonaire, aussi appelée petite circulation. Chaque circuit va avoir sa pompe. La circulation systémique va avoir pour pompe le cœur gauche, lequel reçoit du sang oxygéné de la part des poumons et va envoyer le sang oxygéné vers l'ensemble du corps, tandis que la circulation pulmonaire ou petite circulation va avoir pour pompe le cœur droit, lequel reçoit le sang désoxygéné du corps et va envoyer du sang désoxygéné vers les poumons. Alors nous avons dit un mot concernant la circulation fœtale, en insistant sur le fait que chez le fœtus, les poumons ne sont pas fonctionnels et qu'il existe deux shunts, deux sortes de voies de dérivation qui vont limiter la quantité de sang qui va aller vers les poumons. Je vous ai dit, il y en a quand même un petit peu qui va, ce que l'on associe aussi à la maturation des poumons. La présence d'un petit peu de sang va favoriser cette maturation. Alors, toujours est-il que le sang va donc être dérivé à travers un orifice qui existe entre les deux oreillettes, qu'on appelle le foramen ovale ou trou de Bottal, qui va permettre donc au sang qui arrive dans l'oreillette droite d'être envoyé vers l'oreillette gauche. Néanmoins, il y a quand même du sang dans l'oreillette droite qui arrive, lequel va aller donc vers le ventricule droit qui va quand même envoyer le sang vers le tronc pulmonaire, mais là il existe une deuxième voie de dérivation qui est le conduit artériel, puisqu'effectivement il existe donc entre le tronc pulmonaire et l'aorte un conduit, donc ce conduit artériel qui va permettre au sang de passer du tronc pulmonaire vers l'aorte. Et nous avons bien sûr souligné le fait que si les poumons ne sont pas fonctionnels chez le fœtus, cela n'empêche pas l'oxygénation, puisque l'oxygénation s'effectue dans un autre organe qui est le placenta, grâce à des vaisseaux sanguins qui sont les artères et veines ombilicales, mais je ne m'étais pas attardée sur ces éléments. Il existe une autre circulation sur laquelle nous nous sommes penchés, qui est la circulation coronarienne, qui est en fait une partie de la circulation systémique. La circulation coronarienne, c'est elle qui va assurer l'irrigation sanguine du cœur lui-même, c'est-à-dire essentiellement du myocarde. Alors on parle de circulation coronarienne puisque les vaisseaux sanguins vont former une sorte de couronne sur le cœur.
Le chemin de cette circulation est le suivant. On identifie des artères qui vont venir irriguer le cœur, qui s'appellent donc les artères coronaires. Elles proviennent de l'aorte et elles sont ouvertes lorsque le cœur est relâché. Le sang va pouvoir être donc propulsé dans ces artères lorsque l'aorte va restituer une sorte de force élastique qui est liée au fait que l'aorte, effectivement, lorsqu'elle reçoit le sang, eh bien, va emmagasiner une énergie élastique. Donc, en tout cas, le sang va perfuser le cœur lorsque celui-ci est relaxé, c'est-à-dire lorsqu'il est en diastole. On observe bien sûr des capillaires coronariens et on peut évoquer en dernier lieu les veines du cœur qui vont se rencontrer les unes les autres, qui vont finalement former ce que l'on appelle le sinus coronaire, lequel va se déverser dans l'oreillette droite. Après cela, nous nous sommes intéressés à une pathologie qui est l'athérosclérose. En quelques mots, on peut dire que l'athérosclérose correspond à la formation de plaques d'athérome, donc dans les parois des artères. Je vous avais bien dit à l'intérieur des parois elles-mêmes, donc on ne peut pas comparer ça avec du tartre qui se dépose finalement dans les conduits, sur les surfaces intérieures des conduits d'un système de plomberie. Là, on est réellement sur des structures qui vont être présentes à l'intérieur donc de la paroi des artères. Donc ces plaques d'athérome, ce sont globalement, si on veut les décrire simplement, des dépôts graisseux auxquels sont associées des cellules immunitaires qui sont assez souvent inflammatoires. Nous avions évoqué plusieurs conséquences concernant les plaques d'athérome, des conséquences donc sur la circulation sanguine. Ce que l'on appelle la sténose, c'est ce que l'on observe lorsque la plaque d'athérome va rétrécir le calibre de l'artère. La lumière va être étroite à ce moment-là. Autre conséquence, la thrombose, c'est ce qu'il se passe, je vous ai dit, lorsque la plaque va devenir instable, elle peut se fissurer, il peut y avoir à ce moment-là une réaction plaquettaire et un thrombus, c'est-à-dire une sorte de caillot sanguin, qui va tout simplement se former et qui va boucher l'artère à l'endroit où se trouve la plaque d'athérome. Autre situation, l'embolie. L'embolie, c'est ce qu'on va observer un peu dans les mêmes circonstances que la thrombose, c'est-à-dire qu'il va y avoir une instabilité au niveau de la plaque d'athérome, une réaction plaquettaire qui va s'observer, un thrombus, donc un caillot sanguin qui va se constituer, mais au lieu de boucher l'artère sur place, ce thrombus va être emporté par la circulation et il va bloquer la circulation lorsqu'il va rencontrer une artère de calibre étroit qu'il va à ce moment-là obturer. Nous avions évoqué également l'anévrisme qui correspond au fait que la plaque d'athérome va fragiliser l'artère, va entraîner leur dilatation et leur possible rupture. L'anévrisme étant la rupture in fine des artères. Nous avions évoqué également les conséquences de la présence de plaques d'athérome sur les tissus. Nous avons dit que lorsqu'effectivement une artère est bouchée ou lorsqu'elle est rompue, eh bien, il va y avoir un problème d'apport de sang au niveau des tissus. Donc c'est ce que l'on appelle une ischémie. Lorsque les tissus ne reçoivent plus suffisamment de sang, ils vont commencer à dysfonctionner, les cellules vont commencer à mourir et on va observer ce que l'on appelle une nécrose ou encore un infarctus. Alors, les régions les plus touchées par les nécroses, et donc globalement par les problèmes d'artères, ce sont donc les artères du cœur ou coronaires. Dans ce cas-là, quand il y a des problèmes au niveau de ces artères, on va parler de coronaropathie, et en termes de conséquences tissulaires, on va parler d'infarctus du myocarde. Lorsque ce sont les artères de l'encéphale qui présentent un problème, on va parler d'AVC, accident vasculaire cérébral. Lorsque ce sont les artères des membres inférieurs, on va parler d'artériopathie des membres inférieurs. La conséquence sur les tissus sera une mort des tissus, donc éventuellement une gangrène qui peut mener à l'amputation. Nous avions évoqué donc les facteurs de risque associés à l'athérosclérose avec des facteurs de risque dits évitables et des facteurs de risque inévitables. Parmi les facteurs de risque évitables, on trouve le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité, le stress, la sédentarité.
Parmi les facteurs de risque inévitables, on trouve l'hérédité et l'âge. Et vous vous souvenez, j'avais évoqué la question du sexe en cours, mais je vous ai dit que finalement, le sexe n'a plus, comme on le pensait il y a quelques dizaines d'années, un effet sur donc les risques cardiovasculaires. On a longtemps pensé que les risques étaient moindres chez la femme que chez l'homme. Maintenant, ce n'est plus réellement le cas. Je vous avais exposé les raisons. Concernant les coronaropathies, j'avais évoqué le fait que très souvent il n'y a pas de symptômes dans les coronaropathies, ce qui fait qu'il n'y a pas de signe avant-coureur. Toutefois, il peut y avoir des symptômes chez quelques personnes, donc chez un certain nombre de personnes. Ces symptômes vont correspondre à des douleurs qui sont des douleurs de type angine de poitrine, ce que l'on appelle de l'angor. Les coronaropathies, nous l'avions souligné, représentent 50% des décès cardiovasculaires et nous avions évoqué l'existence de traitements concernant ces coronaropathies. Le meilleur traitement est le traitement préventif. Il existe cependant des traitements médicamenteux ainsi que des traitements chirurgicaux. Parmi eux, j'avais évoqué l'angioplastie. Vous vous souvenez, c'est le fait d'introduire donc une sonde qui peut par exemple appuyer sur les plaques d'athérome pour les rendre moins volumineuses et rétablir donc une circulation normale dans une artère qui présentait une sténose. Et puis nous avions parlé d'une autre angioplastie qui consiste à placer des sortes de petits tuteurs qui peuvent être enduits de médicaments que l'on appelle des stents, qui vont avoir la même fonction, permettre donc de restituer un diamètre de circulation pour le sang suffisant, avec aussi certains stents qui peuvent être posés en lien avec les anévrismes pour renforcer les artères. Et puis nous avions évoqué des traitements donc chirurgicaux de type pontage. Je vous avais dit dans ce cas-là, on fait une greffe d'un vaisseau sanguin qui permet de réaliser une voie de dérivation de façon à contourner une artère qui est bouchée. Nous avions terminé donc ce paragraphe sur l'anatomie du cœur en évoquant l'embryologie. Et là, je vous avais par contre seulement présenté quelques images pour information. Voilà, donc nous avons fini de présenter cette première partie sur l'anatomie du cœur. Je vous dis donc à bientôt pour la deuxième partie concernant la contraction et la conduction cardiaque. À très bientôt.